Eh bien, bonsoir à tous. Nous arrivons au 12e travail d'Hercule, en rapport avec le 12e signe, le signe des poissons. Naturellement, je dis ça pour ceux qui viennent ici pour la première fois, ça peut paraître bizarre de dire c'est le 12e alors qu'il nous reste quand même encore 9 signes à voir, mais c'est parce que nous avons commencé par la fin pour respecter le rapport entre les signes astrologiques et les travaux d'Hercule. Donc nous avons commencé avec l'énergie Capricorne en janvier, qui dit Capricorne, dit 10e signe, dit 10e travail, et donc nous avons fait 10, 11, et là nous faisons le 12e, avant de découvrir ce qu'Hercule a découvert au fur et à mesure à partir du premier travail, donc nous ferons ça le mois prochain. Alors ce 12e travail, c'est le travail où il est encore question d'un troupeau de bovins, comme la fois dernière. C'est bien au niveau du symbolisme, on commence à voir un petit peu de quoi il s'agit. Et c'est le troupeau de bovins donc d'un dénommé Gérion. C'est un travail intéressant que nous avons appelé hymne au salut. En effet, ce travail était un véritable chant, une véritable ode au salut, au fait de sauver le monde. Qu'est-ce que veut dire sauver le monde? Qu'est-ce que c'est que le salut? Qu'est-ce que c'est que le rapport qu'il peut y avoir entre ça et les poissons? C'est ce que nous allons donc voir ensemble. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette progression depuis maintenant 2 mois. Comme je disais tout à l'heure, en Capricorne, Hercule est descendu aux enfers pour délivrer Prométhée, et c'est là où nous avons tous travaillé avec lui la nécessité de prendre en responsabilité le fait de faire évoluer l'humanité. C'est notre travail à tous. Nous sommes venus sur Terre uniquement pour ça. C'est pour ça que l'humanité est fondamentalement créatrice d'évolution. Et pour ça, on avait vu comme Hercule combien il faudrait peut-être donner un petit coup dans notre propre Cerbère, ce chien à 3 têtes représentant les 3 corps, et qui nous empêche d'évoluer véritablement. Puis, le mois dernier, nous sommes allés un petit peu plus loin, nous avons vu qu'est-ce qu'un maître de sagesse tel qu'Hercule peut faire. On était invités à briser les murs de nos establishments, les murs de nos pensées toutes faites, et à laisser circuler le fleuve donc de vie et d'amour, de manière à pouvoir créer une véritable régénération fondamentale. Et puis ce mois-ci, on va aller vraiment donc encore plus loin et voir comment il faut changer les choses, certes sur le plan mental, sur le plan sensible, mais jusqu'au plan physique. C'est ça qu'on va appeler le fait de sauver l'humanité. Qu'est-ce que c'est que le salut? Commençons par ça. Le salut, ça vient tout simplement de la déesse romaine, la déesse Salus, qui était la déesse de la santé. C'est-à-dire, c'était maintenir en bonne santé. Son équivalent grec, c'était Hygiea, qui a donné le mot hygiène. Donc, vous voyez, l'idée est la même, c'est vraiment réussir à maintenir en bonne santé. Donc, le salut, c'est tout simplement quelqu'un qui se maintient d'une manière intégrale dans une bonne santé, dans sa vie. C'est maintenir en vie. C'est être bien dans sa vie. C'est ça, à l'origine, le mot salut. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussitôt, si on dit, mais si le salut, c'est maintenir en vie, si c'est développer la vie, de quelle vie s'agit-il? Parce qu'on peut voir la chose de 2 manières. Et comme nous sommes dans le signe des poissons, et je vous rappelle que le signe des poissons, donc c'est un poisson qui descend, donc qui a la tête en bas, un poisson qui monte, qui a la tête en haut, et ils sont reliés tous les deux. On sait qu'il y en a un qui symbolise plus l'involution, la descente de l'humanité dans la matière, et l'autre l'évolution, donc le surgissement de l'humanité vers le monde spirituel. Et que finalement, il y a à la fois le moi et il y a à la fois le monde de l'âme. Donc, si le salut, c'est en rapport avec la vie, est-ce que c'est la vie qui est en rapport avec les formes ou c'est la vie qui est en rapport avec l'âme? Même dans nos expressions, il y a les 2 choses. Par exemple, quand quelqu'un dit « je n'ai dû mon salut qu'à la fuite », ou bien j'ai trouvé heureusement une planche de salut, on se rend compte que c'est quelque chose de très très physique. Le salut, c'est véritablement se sortir d'une situation physique pas facile. Par contre, quand on entend des expressions qui nous disent « il faut prier pour le salut de notre âme », ça n'a pas du tout le même sens, parce que ce n'est pas pour sauvegarder notre âme en vie. L'âme étant immortelle, il n'y a pas de problème. Donc ce n'est pas du tout le même sens. Non, là ça prend un sens tout à fait différent, c'est pour l'épanouissement. C'est par l'épanouissement de la vie. Donc c'est intéressant de voir que finalement qu'il s'agisse de la forme ou qu'il s'agisse de l'âme ou de la vie spirituelle, le mot vie n'a pas du tout la même signification, il n'a pas du tout les mêmes implications. Or, pour nous, ça se mélange un peu. On va le revoir tout à l'heure, le signe des poissons est souvent un signe du flou, où les choses se mélangent, où les choses ne sont pas très très claires. Donc on se mélange un peu ces 2 notions. Qu'est-ce que ça donne que la vie du point de vue de la forme, maintenir la vie du point de vue de la forme? Tout de suite, on peut percevoir combien maintenir du point de vue de la forme, c'est toujours le mot préserver qui va venir, ou le mot conserver. Dès qu'on parle de sauver certaines choses,
c'est toujours conserver la vie dans l'état dans lequel elle se trouve. Toute la journée, on pourrait prononcer ce mot sauver, et souvent on le fait. En ce moment, j'ai des problèmes dans mon boulot et je ne sais pas trop comment sauvegarder ou sauver mon emploi. Ou bien en ce moment, on se rend compte que dans notre société, le niveau de vie est en train de dégringoler. Comment sauver le niveau de vie des Français? Ou bien comment sauver finalement une certaine fraternité, vu tout petit peu tout ce qui se passe? Comment sauver la fraternité en France? Comment sauver nos libertés? On peut l'employer tout le temps dans la société. Ou bien on pourrait se demander, mais comment sauver mon couple? En ce moment, ça bat un peu de l'aile. Ou comment sauver mes relations avec mes parents? Ou comment sauver telle relation avec mes amis? Ou bien comment sauvegarder ou sauver telles espèces menacées dans la nature? Donc, vous voyez, le spectre est extrêmement large. Sauver, c'est toujours, du point de vue de la forme, conserver, préserver. Ce qui va nous amener à quelque chose, on voit bien, qui est du style conservateur. Donc ça ne va pas trop aller dans le style de l'évolution. C'est en vie, ça fonctionne bien. Comment sauver mon bonheur? Comment sauver ma vie harmonieuse? On sent bien qu'il faut préserver les choses parce que c'est fragile. Et donc sauver, préserver, conserver, c'est à peu près la même idée. Par contre, du point de vue de l'évolution fondamentale, c'est tout à fait l'inverse. Là, au contraire, le verbe sauver va prendre quelque chose de tout à fait épanouissant, de libérateur. Là, il n'est pas question de conserver quoi que ce soit. Il s'agit au contraire d'aller sans arrêt dans un sens de progrès, de marche en avant. Il n'est pas question de rester là. On en est dit. Comment peut-on développer le rayonnement de l'âme? Comment peut-on nous-mêmes nous épanouir en tant qu'être fondamental? Et c'est ça la vie. Sentir qu'on va de plus en plus vers la vie. On est comme si on n'était pas tout à fait vivant quand on est étriqué dans notre petit moi. Et donc comment rejoindre de plus en plus cette vie dont nous avons parlé justement le mois dernier. Et donc vous voyez les deux sens différents. Si bien que par rapport à la mort, qui est un des grands thèmes de cette énergie poisson, il y a encore deux approches. Si je suis plutôt vers le poisson qui descend, eh bien, je cherche à fuir la mort, à retarder la mort. Je me méfie de la mort. Pas forcément de la mort physique, mais de l'arrêt des choses, de la cessation, des choses qui se coupent, des choses qui se terminent, des choses qui n'ont plus. Ça me fait peur. Moi, j'aime pas ça du tout. Et donc, je fais tout mon possible pour préserver les choses. Au contraire, si je suis du point de vue de l'âme, là, au contraire, la mort ne me fait pas peur du tout. Je sais qu'elle est absolument indispensable à l'évolution des choses, parce que les formes ne peuvent absolument pas se garder à travers donc, toute une évolution de conscience. Donc s'il doit y avoir évolution de conscience, forcément, il doit y avoir mort et disparition des formes. Donc vous voyez, on a une approche donc, de la mort qui est sensiblement différente dans un cas que dans l'autre. C'est même pas différent, c'est totalement opposé. À quoi est-ce qu'on donne la priorité? Au monde de la forme ou au monde de la conscience? Pour vous illustrer ça, je vous remontre un schéma que vous connaissez parce que je l'ai souvent fait. Je représente un carré, c'est une forme quelconque. Ça peut être une forme d'une bactérie, d'un animal, d'un végétal, d'un humain, d'une planète, ça n'a aucune espèce d'importance. Le principe est le même pour tous les règnes. C'est une forme. À l'intérieur de cette forme, il y a une conscience, une âme, qui anime cette forme. Et tout le travail de cette âme, à travers la forme, c'est d'apprendre, c'est de relationner, c'est de découvrir le monde. L'âme que nous sommes, à travers la forme, apprend ce monde des formes. L'âme ne connaît rien du monde des formes. L'âme connaît tout des mondes abstraits et des mondes supérieurs. Là, elle connaît bien. Mais du monde de l'incarnation, elle n'en connaît rien. Or, son but, c'est d'arriver à mettre la qualité d'amour dans ce monde des formes. Comment voulez-vous qu'elle réussisse à mettre cette qualité d'amour dans un monde des formes qu'elle ignore, qu'elle ne connaît pas? Elle ne sait même pas comment s'y prendre. Donc, à travers la forme, elle expérimente. Depuis le caillou, depuis le végétal, l'animal, l'humain, etc. Donc, elle expérimente ça. Qu'est-ce qui se passe? À travers ce qu'on va appeler une vie, eh bien, il est évident que deuxième stade, je redessine ma forme ici, donc quelques temps plus tard, on va retrouver mon petit cercle qui est devenu très grand et qui occupe l'ensemble du carré. La conscience est considérablement développée. Elle a appris beaucoup de toute cette expérience et de cette existence. Elle va tellement se développer, elle apprend tellement de choses qu'à un moment donné, elle n'a plus rien à apprendre de cette forme. Voilà. Donc c'est terminé. Comme nous, par exemple, on pourrait dire, moi ça fait 20 ans que je fais ce boulot. J'en ai fait le tour, maintenant ça va bien, quoi. Maintenant je passerai bien à autre chose. Ou bien ça fait 25 ans que je suis avec mon mari, que ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Voilà, j'en ai fait le tour. Bref, on pourrait prendre plein de formes comme ça. Quand quelquefois elles n'évoluent plus, on se rend compte que, qu'est-ce qu'on fait? Et la question se pose.
Est-ce qu'on va sauver la forme? Bah oui, la conscience est un peu à l'étroit. C'est vrai que ça marche plus, c'est vrai qu'on n'évolue plus beaucoup. C'est vrai qu'on s'endort. Oui, mais on va quand même pas se séparer. Oui, mais c'est le chômage. Je vais quand même pas quitter mon boulot. C'est difficile quand même de retrouver un autre, etc. Qui on sauve? La forme ou la conscience? Du point de vue de l'âme, le choix, il est vite fait. L'âme, quand il s'agit de ça, elle va tout de suite décider de faire sauter la forme. C'est-à-dire que l'âme provoque la mort de la forme. Comme l'évolution de l'âme ou l'évolution de la conscience est infinie dans l'univers, vous comprenez pourquoi aucune forme n'est pérenne. Aucune forme ne peut durer éternellement, puisqu'à chaque fois, la conscience qui l'habite arrivera à un certain maximum et qu'il lui faudra éclater cette forme pour pouvoir expérimenter d'autres choses, étape suivante, dans une forme comportant plus de possibilités, dans laquelle elle va apprendre à nouveau, et puis qu'elle remplira, puis qu'elle éclatera, puis elle en prendra une autre, etc. On voit donc bien comme ça comment la conscience utilise le monde des formes pour connaître ce monde de la matière. Par là, elle apprend, par là, elle se développe, par là, elle amène ses qualités au monde des formes, mais qu'aucune forme ne peut être absolument définitive. Quand on cherche à sauver la forme, on pourrait dire qu'à chaque fois, on bloque l'évolution de conscience. Alors que quand on cherche à véritablement sauvegarder, avoir le salut de la conscience, bah c'est sûr que la forme, elle y passe à tous les coups. On pourrait illustrer ça par le monsieur qui fait un voyage en Afrique, et puis on lui offre un magnifique œuf d'autruche. Il trouvait ça absolument superbe, cet œuf d'autruche, donc il le ramène, et puis il le met dans son salon, ça trône, là c'est vraiment une petite lumière et tout. Quelles sont pas sa surprise un beau jour, en entendant à l'intérieur de l'œuf, qu'il croyait mort, enfin pas de problème, quoi, et de découvrir qu'il y a un autruchon à l'intérieur qui est en train de lui bousiller son œuf. Ah, l'horreur! Effectivement, alors il essaye de non, l'œuf qui explose, plus rien. Oh, mon bel œuf. Bon. Et donc il est découragé, l'autruchon. Ah, et puis bon, allez, ça passe, et puis il se prend d'affection pour cet autruchon quand même, il faut le nourrir, il faut le développer, on va quand même pas. Et puis voilà, puis une grande autruche, et puis il va vivre avec cette grande autruche pendant un certain temps. Et puis il est bien content, et puis il s'y attache, et puis c'est super cette vie avec cette autruche, voilà, bon, c'est super. Et puis un jour l'autruche meurt. Ça sert à rien tout ça, qu'est-ce qui reste? Mais si, il reste quelque chose d'extraordinaire. À travers ces deux expériences où il a essayé à chaque fois de conserver quelque chose, il a appris un tout petit peu du non-attachement. Combien il faut apprendre à vivre le non-attachement, la relation sans s'attacher aux formes. Car on perd toujours les formes. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on y gagne. Et lui, il a gagné quelque chose peut-être dans une relation plus juste aux objets, une relation plus juste aux êtres vivants. Et ça, cette relation, cet enrichissement de la conscience, c'est ce qui progresse à l'infini. Mais ça se fait à travers une consommation énorme de formes, car les formes, elles, disparaissent tout le temps pour laisser place à un apprentissage de plus en plus grand de l'aspect conscience. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, ça c'est une chose vraiment importante, quand on parle de plan divin, quand on parle du plan global, du plan du système solaire ou même du plan terrestre, il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de plan pour les formes. Le plan ne concerne absolument pas les formes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous, on imagine l'évolution de conscience de l'humanité et de tout ce qui vit sur Terre, on imagine bien qu'à un moment donné, l'humanité devient vraiment rayonnante, que chaque humain devient comme un disciple rayonnant d'âme, que les animaux sont tous des animaux extraordinaires télépathes, des végétaux absolument sublimes, tous les minéraux se sont transformés en cristaux, bref, une espèce de paradis terrestre absolument fantastique, que même maintenant on aurait du mal à imaginer. Oui, c'est peut-être certainement ce qui va se passer. Et alors? Et bien alors, dès que ça va être fait, la Terre sera totalement détruite parce que le Soleil, en grandissant, va la détruire. On sait à peu près dans 3 milliards d'années. Donc au moment où on atteindra cette perfection, paf, tout est cassé, l'œuf d'autruche. Et c'est vrai que quand on réalise ça, on dit, mais ça rime à quoi ce plan? Qu'on s'éreinte pendant des millions d'années, que disent des milliards d'années, pour amener une perfection sur Terre, et au moment où on l'a, pouf, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du point de vue des formes, mais du point de vue de la conscience, tout ce qui a été appris par toutes les consciences, minérales, végétales, animales, humaines, etc., tout ce qui a été appris est conservé et va continuer sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes, dans d'autres histoires. La vie continue dans l'univers d'une manière fantastique. Rien n'est jamais perdu de ce point de vue-là. Mais les formes,
Oui, il n'est pas prévu qu'à un moment donné, on arrive à un monde de forme parfait et que ce monde doit être conservé en tant que tel. Même l'univers, son temps est compté. Par contre, ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que s'il n'y a pas de plan pour les formes, il n'y a pas de plan sans forme. Il n'y a pas de plan sans les formes. Il ne faut donc pas les négliger. En effet, comme je viens de vous le montrer ici, la conscience a continuellement besoin des formes pour pouvoir croître. C'est par l'expérience à travers les formes que la conscience peut s'accroître. Donc il ne s'agit pas de dire les formes c'est rien, les formes c'est une illusion, les formes on s'en occupe pas. Oh que non, on s'en occupe, parce que c'est vraiment à travers ça qu'on apprend plein de choses. Voilà pourquoi c'est intéressant de voir que les formes ne sont pas le but, mais qu'elles sont le moyen indispensable. C'est là où se situe le choix par rapport à notre capacité de sauver. C'est là où se situe véritablement tout le secret de savoir sauver, le salut du monde. C'est que finalement, le salut du monde, c'est réussir à se détacher complètement de notre volonté de sauver les formes. On va y revenir tout à l'heure, et ça, c'est plus fort que nous. Le véritable salut, ce serait d'arriver à percevoir comment réussir à affirmer de plus en plus la présence de l'âme, la présence de la conscience au sein des formes. Et c'est ça qu'ont fait Bouddha, le Christ ou Hercule. Qu'est-ce que c'est que sauver? Et en quoi le boulot de sauveur est différent du travail des maîtres de sagesse, tel qu'on peut le voir d'une manière plus habituelle? Un sauveur du monde, c'est quelqu'un qui va avoir une mission un petit peu particulière en regard à ce qu'on pourrait appeler, alors là aussi les appellations diffèrent, des maîtres de sagesse, des initiés, des grands sages, des grands éducateurs, des serviteurs du monde. Bon, bref, il y a plein d'appellations pour dire autre chose. En effet, vous savez que l'histoire a eu énormément, l'histoire de l'humanité a eu énormément de grands sages, de grands initiés, de maîtres de sagesse, et qui ont enseigné, et qui enseignent toujours à l'humanité comment progresser. On a par exemple, on connaît Platon, on connaît Socrate, on connaît en Chine Confucius, Lao Tse, on connaît Mahomet, on connaît Apollonius de Tyane, enfin bon, et puis il y en a toujours maintenant, bien sûr, qui sont des grands sages, qui n'apparaissent pas au vu et au su de tout le monde. On dit même que les maîtres de sagesse sont parfaitement retirés dans l'anonymat le plus complet, parce qu'ils ne travaillent que sur le plan mental abstrait, que sur le plan des idées abstraites. D'où, nous l'avons vu souvent, l'indispensabilité de la méditation mentale abstraite pour pouvoir rejoindre le plan sur lequel travaillent justement ces grands maîtres. Ce qui veut dire que eux n'imposent rien à l'humanité. Ils n'imposent pas une vibration qui pourrait amener les gens à évoluer contre leur gré. Non, non, simplement leur vibration, elle existe sur un certain plan. Toute personne qui peut rejoindre ce plan en fait le choix, en fait la démarche et bénéficie de ce travail. Ça, c'est le travail de tous les sages et de tous les initiés. Et puis par moment, dans l'histoire de l'humanité, il est demandé à l'un ou l'autre de ces sages d'avoir une mission un peu particulière, non pas simplement d'instructeur du monde, mais de sauveur du monde. Ça veut dire que son état vibratoire ne va pas demeurer sur le plan mental abstrait. C'est quelqu'un à qui on va demander d'apparaître au vu et au su de tout le monde, et d'amener cette vibration sur le plan mental concret, sur le plan sensible, émotionnel, donc sur le plan relationnel, sur le plan éthérique, et jusqu'au plan physique, jusqu'aux pieds. Le signe des poissons est le symbole des pieds. Donc ça veut dire que ça doit descendre jusqu'au plan physique le plus dense. On n'imagine pas ce que ça veut dire. Un maître de sagesse avec un état vibratoire de perfection, avec un état d'amour et un rayonnement absolument fabuleux, et qui fait que son rayonnement descend, il le descend sur tous les plans qui sont les nôtres. Autant que notre mémoire puisse remonter, parce qu'il y en a eu pas mal dans l'histoire de l'humanité, mais je vous en ai déjà parlé, il y a eu Hercule, il y a 5-6 000 ans, il y a eu le Bouddha et il y a eu le Christ, Jésus-Christ. Voilà. Ce sont les trois sauveurs de l'humanité. Enfin, du moins les trois derniers. C'est important parce qu'ils sont rares. On dit en effet que si on vivait en permanence en présence de ces gens-là, mais tout serait complètement détruit. Parce qu'il y aurait une espèce de hyperactivation vibratoire qui fait qu'on n'y résisterait absolument pas. Il y aurait une espèce d'hyperstimulation de l'humanité à avancer et ça créerait énormément de dégâts. Voilà pourquoi les maîtres de sagesse se maintiennent sagement en dehors pour ne pas créer cette hyperstimulation de l'humanité, une espèce d'accélération qui détruirait tout. Mais de temps en temps comme ça, il est demandé à quelqu'un de descendre et de créer une espèce d'effet de pulsation extraordinaire pour réveiller l'ensemble, pas simplement de l'humanité, mais l'ensemble de la planète Terre. Et donc ils impulsent quelque chose d'extraordinaire sur tous les plans. Et c'est pour ça qu'on en parle toujours.
Le Christ, finalement, il est venu pour incarner totalement l'histoire de l'amour. Voilà, il était là pour représenter, nous sommes fondamentalement amour, unité. Et il a incarné ça jusqu'au bout des pieds, il a incarné totalement, à tel point que ça a créé un état vibratoire fantastique sur l'ensemble de la planète. Et quand je dis sur l'ensemble de la planète, c'est pas uniquement sur les effets visibles. On reconnaît qu'effectivement ça a joué un rôle énorme dans la civilisation à son époque, et ça a donné des résultats fantastiques. Mais sur l'ensemble de l'humanité, même si les Chinois n'ont jamais connu le Christ, forcément. Ça a quand même joué beaucoup sur eux, par corps éthérique interposé. Ça a joué énormément sur le monde animal, sur le monde végétal, sur le monde minéral, sur le monde des dévas. Donc l'effet des sauveurs du monde se fait absolument sur tous les règnes, même si nous, pour l'instant, notre sensibilité nous empêche souvent de pouvoir le mesurer ou de voir en quoi ça fait de l'effet. C'est vraiment quelque chose qui intervient sur tous les plans, donc vous voyez, depuis les plans supérieurs jusqu'aux plans physiques les plus denses. Le Bouddha fait la même chose. Le Bouddha, avec son enseignement donc de transmutation du désir et la nécessité de trouver notre propre état d'âme, notre propre état d'être essentiel, là aussi, il l'a incarné tellement jusqu'au pied, il a tellement vécu cela que ça a provoqué aussi un séisme à tous les niveaux. Et puis, donc, bien avant, Hercule a fait exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il a amené, Hercule? Oh, Hercule, c'est très simple. C'était ce grand maître qui, pour la première fois, a amené ce qu'on pourrait appeler les règles pour aller vers l'âme, pour sortir de la personnalité, pour sortir du moi-je, pour sortir du moi individuel. Eh bien, il dit, ben voilà, c'est bien simple. Si vous voulez aller vers l'âme, si vous voulez trouver votre être essentiel, ben, il y a un certain nombre d'étapes, il y a un certain nombre d'exercices à faire, il y a un certain nombre de choses à réaliser, et c'est ce qu'il va faire. Naturellement, cet enseignement, ben, lui aussi, il ne s'est pas contenté d'en être vaguement l'instructeur. Faites ceci, faites cela. C'est quelque chose qu'il a vécu devant tout le monde intérieurement. Naturellement, comme on l'a vu, il n'a jamais fait les travaux tels qu'ils sont racontés. Mais c'est intéressant que pour un sauveur du monde, ça soit raconté sous forme de travaux. C'est fait. On sait véritablement comment il a fait ce qu'il a fait. C'est vraiment quelque chose de très concret. Ce n'est pas vaguement des recommandations. Ce sont vraiment des choses qui ont un impact jusqu'au sol, jusqu'au plan physique. Un sauveur du monde, ce n'est pas simplement un instructeur. C'est quelqu'un qui amène un état vibratoire, qui affirme quelque chose jusqu'au bout, très physiquement. Ça va donc nous demander à nous un engagement qui est beaucoup plus grand que celui qui pourrait simplement de laisser passer la vie amour, telle que nous l'avons vu le mois dernier, ou tout simplement de faire un travail sur notre propre cerbère, comme nous l'avons vu il y a 2 mois. C'est vraiment quelque chose qui va aller beaucoup plus loin parce que ça va nous demander une grande cohérence. Ça va nous demander d'amener ça. Il y a 3-4 mois, quand on a vu et quand on a étudié les lois de l'âme, on avait vu une loi importante qui s'appelle la loi de répulsion, la 4e loi de l'âme. Cette loi de répulsion, ça paraissait un mot bizarre pour l'âme, c'est complètement en rapport avec cette histoire de salut. Quand on veut repousser des choses indésirables dans notre vie, dans notre société, dans le monde, c'est certainement pas comme nous l'avions vu en les combattant, ça fait que les renforcer, c'est simplement en affirmant la qualité correspondante. Plus j'affirme quelque chose de puissant en moi, pas aux autres, ne pas confondre, plus j'affirme quelque chose en moi et que je le deviens, plus ça repousse complètement donc un certain nombre de choses indésirables qui n'ont plus lieu d'être. Et donc on avait vu, c'était une des clés fondamentales de l'évolution, la loi de répulsion par l'affirmation de l'essentiel. C'est comme ça que fonctionnent ces sauveurs du monde. On pourrait imaginer qu'ils ont une aura absolument fantastique qui se répand sur toute la Terre, et donc c'est comme si cette aura repoussait un certain nombre de choses et donc provoquait vraiment des résultats étonnants sur tous les plans. Alors venons-en justement au mythe d'Hercule. On dit à Hercule, en Grèce, ou Héraclès, très très loin là-bas vers l'ouest, au-delà de, je vais prendre les noms modernes, au-delà du détroit de Gibraltar, parce que à l'époque ça s'appelait Tartessos, mais ça ne peut pas vous dire grand-chose, donc au-delà du détroit de Gibraltar, eh bien il y a une île, et sur cette île, il y a un troupeau de bovins qui est détenu depuis très très longtemps par un monstre qui s'appelle Gérion. Gérion est un monstre très particulier puisqu'il a 3 corps, accolés les uns aux autres, mais 3 corps complets, c'est-à-dire qu'il a 3 têtes, 6 bras, donc 6 jambes, et il représente vraiment donc une puissance extraordinaire, et c'est lui qui détient, il veille sur ce troupeau, et il serait temps maintenant de le sortir de cette île lointaine et de le ramener donc ici vers la Grèce. Hercule, veux-tu te charger de cette mission? Pas de problème. Bon, mais il faut déjà aller là-bas, depuis la Grèce. Donc on dit qu'il prend d'abord un petit bateau, puis ça avance pas vite, alors il en a marre, et puis donc il va y aller à pied du côté de il prend l'Algérie, le Maroc, etc. Donc, et puis il va remonter jusque-là, et il va arriver donc au Maroc, à la pointe, justement, où les choses se rejoignent. Il faut vous dire qu'à l'époque,
le détroit de Gibraltar était fermé. Donc entre Gibraltar et Ceuta, c'était comme ça, il y avait une bande de terre. Donc la Méditerranée ne communiquait pas avec l'Atlantique. Donc la Méditerranée était comme une grande mer intérieure, comme un grand lac, et qui s'asséchait d'ailleurs progressivement. Donc vous voyez, si je dessine symboliquement, je fais un arc de cercle là pour montrer l'Atlantique sur le côté gauche, un autre arc de cercle pour vous montrer la Méditerranée sur le côté droit. Et donc là, il y avait un isthme entre ce qu'était l'Espagne et puis donc ce qu'était le Maroc. Hercule arrive et dit, mais ce serait intéressant de relier tout. Et on dit qu'il va taper avec une force considérable, avec ses deux poings, il va taper sur la terre jusqu'à temps que ça s'effondre et que finalement, eh bien, les eaux de l'océan Atlantique pénètrent dans la Méditerranée. Et regardez, si je fais un trait comme ça le long, vous retrouvez le signe des poissons. Comme si finalement il réussissait à refaire communiquer la Méditerranée avec l'ensemble des océans planétaires. Maintenant, vous avez le détroit de Gibraltar, et puis là, maintenant, vous avez ici Ceuta, Maroc. Voilà. Et qu'on dit de chaque côté, maintenant, de ce détroit, vous avez deux monts, le mont de Gibraltar, et puis celui-là, j'ai oublié le nom, et qu'on appelle maintenant les colonnes d'Hercule, en souvenir de lui. Les colonnes d'Hercule, ce sont ces deux montagnes qui restent et qui marquent les deux piliers, finalement, suite à l'effondrement qu'il a fait. On pourrait dire, non mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? C'est vrai. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est finalement de découvrir que c'est géologiquement exact. Il y a 6 millions d'années, la Méditerranée était tellement depuis longtemps un lac intérieur qui s'était totalement asséché. Ça veut dire qu'il ne restait plus que des petites flaques au fond, la mer Noire était complètement sèche, et qu'à un moment donné, sous la poussée de l'océan Atlantique, ça a craqué, et l'océan Atlantique, d'après les géologues, ils ont retrouvé des datations exactes, l'océan Atlantique s'est rué et a rempli à nouveau la Méditerranée en 2 ans. C'était un torrent absolument qu'on ne peut pas concevoir à tel point, c'était extrêmement puissant. Comment les anciens ont eu vent de ça? Parce que 5 millions d'années, c'est quand même pas hier, c'est un peu bizarre. On ne sait pas trop. Et on avait dit à Hercule, il y a une île, donc un petit peu plus loin, ici. Là, on pourrait dire aussi, mais cette île, elle n'existe pas. Non, elle n'existe plus. Là aussi, on a fait des recherches et on l'a trouvée. Cette île, elle est effectivement un petit peu enfouie. Seulement, à l'époque, il y a 20 000 ans, où le niveau de la mer était beaucoup plus bas, et bien c'était effectivement une île. Il y en avait d'ailleurs 3-4 qui étaient un peu à côté. Et c'est de cette île dont parle Platon quand il parle de l'ancienne Atlantide. Ou du moins, le dernier fragment de l'Atlantique qui ne se serait pas encore enfoncé. Il mettait les Atlantes ici. Et donc, c'est intéressant de voir que finalement, on montre à Hercule que l'humanité, c'est comme si elle était encore détenue en Atlantide. Les Atlantes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce serait une ancienne, très 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 vieille population et qui symbolise l'émotionnel pur, absence totale de mental. C'est comme si finalement on disait, mais l'humanité est encore à un point d'arriération, elle est complètement encore détenue par là, il serait temps maintenant de l'amener vraiment vers la civilisation. Étrange, hein, quand même. Tout ça, c'est des vieux mythes, mais finalement, voilà, il y a peut-être des choses quand même qui se communiquent. Et donc Hercule se dit, bon bah c'est bien, il arrive là, et maintenant je fais comment pour aller sur l'île? Il s'adresse au dieu, il s'adresse à Apollon, qui lui dit, mais pas de problème, je te donne ce qu'il faut. Et du ciel tombe une coupe en or, une coupe absolument magnifique, et qui est une coupe magique. Elle flotte, Hercule monte dedans, et aussitôt, elle se met en route, et elle va emmener directement Hercule sur l'île. Et là, on lui avait dit, méfie-toi, il y a Gérion, bien sûr, et puis surtout, le troupeau, il est gardé par un chien à 2 têtes, Orthros, par un berger, Eurytion. Ça va pas être facile. Mais comme c'est Hercule, puis que c'est son 12e travail, qu'il en a connu bien d'autres, le chien à 2 têtes, hein, il a vu Cerbère à 3 têtes la fois dernière, donc c'est rien. Un coup de massue, tagadam, poum, plus de chien. Pour le berger, les versions diffèrent. Il y en a qui disent qu'il le laisse en vie parce que le berger symbolise le mental, le chien symbolisait le physique et l'émotionnel, et donc ça peut servir. D'autres ils disent que le berger est tué de la même manière, on ne sait pas trop. En tout cas, ça ne pose pas de problème jusqu'au moment où Gérion, prévenu de l'arrivée d'Hercule, arrive. Et donc Gérion débarque au triple galop avec ses 6 pattes. Chacun de ses 6 bras lance des javelots en direction d'Hercule. Pour lui, c'est pas facile de les éviter, mais il réussit quand même. Un combat donc s'engage. Gérion était considéré comme une force absolument extraordinaire, mais à un moment donné, arrivant à se dégager et à prendre son arc, eh bien, Hercule arrive à percer les 3 corps d'un coup avec une flèche. Et Gérion n'en a plus. Bon, il se retrouve tout seul avec le troupeau de bœufs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le ramener sur le continent. Et il embarque tout le monde sur la coupe vraiment magique.
Donc il en tout ce troupeau, et tranquillement, la coupe, eh bien, elle va atterrir ici, du côté donc de Gibraltar, donc dans l'ancien domaine de Tartessos, et là, tout va bien. Et ça y est, première partie du travail accomplie. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie qu'on va demander à Hercule, dans son 12e travail, de sauver l'humanité, de faire un bond à l'humanité, de l'emmener beaucoup plus loin. Hein, c'est le travail des sauveurs du monde tel que nous l'avons vu tout à l'heure. La coupe symbolise la capacité que peut avoir Hercule de recevoir tout ce qui vient d'en haut. On a vu qu'un sauveur de l'humanité, c'est quelqu'un qui est à la fois capable de recevoir les plus grandes informations d'en haut et de les traduire jusqu'en bas sur Terre, jusqu'au niveau le plus pratique et le plus dense. Et cette coupe, ça montre à combien Hercule est capable justement de recevoir les informations du plus haut et à travers ça, donc, de recueillir tous les bœufs et de les amener sur cette terre. Naturellement, Gérion symbolise tout notre côté moi. C'est intéressant de devoir dire trois corps, hein, parce que quelquefois, on a quelquefois l'impression de nous-mêmes être Gérion, comme s'il y avait trois êtres en nous. L'émotionnel prend la parole. J'aurais envie de faire ça. J'aurais vraiment, vraiment, vraiment envie de faire ça. Ah, ça serait bien si je pouvais faire ça. D'un côté, le mental, non mais c'est pas raisonnable. Non, mais je crois que franchement, c'est pas raisonnable de pouvoir faire ça comme ça. Si, j'en aurais envie. Et le corps physique, ouais, puis moi ça me bougerait parce qu'il y a tellement longtemps qu'on ne s'est pas bougé. Moi j'ai envie, j'ai des crampes comme ça. Non mais c'est pas raisonnable. Oh si, on fait. Vous connaissez le truc. Donc entre les desiderata du corps physique, du corps émotionnel, ce que dit le corps mental, etc., ça peut être toutes sortes de scénarios. On est un petit peu Gérion. C'est justement lorsque nous sommes trois, c'est le moi-je. Il n'y a pas seulement d'unité, c'est ce moi. Et donc il était temps pour Hercule de libérer l'humanité de ce moi et de l'amener à quelque chose d'autre. Et là maintenant commence la partie la plus longue du travail. Là, si on voulait raconter cette partie du travail, ça pourrait nous prendre véritablement des heures. On ne peut pas rentrer dans tous les détails tellement c'est énorme. Vous allez voir. Hercule doit donc conduire ce troupeau de bovins depuis le sud de l'Espagne jusqu'à la Grèce. Donc vous voyez un petit peu un véritable chemin de progrès, démarche, un chemin initiatique. Il va remonter l'Espagne, il va arriver donc en France, enfin, dans la Gaule à l'époque, et là arrivé en Gaule, tout simplement il va rencontrer sans arrêt toutes sortes de personnages, toutes sortes de géants, des peuples belliqueux, des personnes qui veulent lui piquer ses bœufs. Et donc ça va à chaque fois très très mal se passer. Et puis, il y a d'autres moments, ça se passe mieux, parce que quand il libère donc du joug d'un tyran, ou de quelqu'un qui est un monstrueux, ou quand il tue un géant, forcément, les peuples lui sont reconnaissants, et voilà, on lui offre des tas de choses, on lui dresse des temples. Bref, ça va être vraiment tout un parcours à travers lequel il va sans arrêt se battre contre toutes sortes d'empêcheurs en tout tourner en rond. Il va remonter jusqu'à Alésia, en Bourgogne. La fameuse ville qu'on n'a toujours pas retrouvée, la ville gauloise, là où Vercingétorix aurait été prisonnier. On dit que c'est lui qui aurait fondé Alésia, et c'est vrai que dans toute cette région-là, on trouve mais alors une pléthore d'objets et de statuettes donc d'Hercule. Puis il va redescendre, il redescend vers Arles, et là il rentre dans ce qu'on appelle la plaine de la Crau, qui était à l'époque une grande plaine plate entre Arles et Istres, donc vraiment quelque chose de très... Et là, il y a une gigantesque bataille contre les Liguriens, et donc toute une armée contre lui, et là, il a eu beau tirer toutes ses flèches rapidement, il n'a plus de flèches, et là, il sent qu'il va succomber sous le nombre. Voyant ça, Zeus fait pleuvoir une pluie de galets, et donc ça assomme un petit peu quelque peu l'ensemble de l'armée, mais juste momentanément. Mais surtout, ça donne une foultitude de projectiles à Hercule, qui en profite pour balancer avec une grande précision sur tous les assaillants, qui finissent donc par être vaincus. C'est depuis ce temps-là que la plaine de la Crau est remplie de galets. On se demandait pourquoi, voilà, c'est la réponse. Et puis, il va continuer, il va longer la Méditerranée, pour essayer de passer en Italie, donc il longe la côte. Et là, au moment où il y a le passage délicat entre la France et l'Italie, il y a deux géants qui vont l'attaquer, et qui vont essayer de décimer les bœufs, qui essayent de le tuer lui en balançant des rochers. Naturellement, il les tue. Et puis, il traverse. Et on dit, alors il va aller plus loin. Non, alors là, on ne sait pas s'il se trompe, ou le GPS n'était pas au point. Bref, il tourne tout de suite à droite et il descend l'Italie. Ah,
Ah, donc il descend en Italie, et à nouveau des aventures de toutes sortes, où il rencontre soit des monstres, soit des gens qui veulent lui voler son troupeau. Et puis arrivé dans la région de Naples, alors là il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut vous dire qu'en même temps, quand il ne se bat pas, il fait souvent œuvre civilisatrice parce qu'il trace des chemins pour que son troupeau puisse passer dans des passages étroits. Et donc on dit qu'il a tracé énormément de voies et que les voies romaines plus tard ont repris complètement ces tracés donc faits par Hercule il y a très très longtemps. Et donc il arrive dans cette région de Naples, et là on dit qu'il va fonder carrément Pompéi, Herculanum. Il va jouer donc un rôle aussi dans une grande bataille de géants. Donc là aussi il va aider à la victoire. Et puis il descend encore plus bas, il arrive quasiment donc, dans le sud de l'Italie. Là il y a un dénommé Cacus qui veut lui piquer aussi donc, des bœufs, qui lui emmène une bonne partie du troupeau dans sa grotte. Hercule doit aller les rechercher. Naturellement il tue Cacus. Et puis il arrive là en bas, il dit bon bah c'est bien. Et c'est à ce moment-là qu'un de ces taureaux en profite pour traverser. Il va en Sicile. Et Hercule ne peut pas laisser passer ça. Il n'est pas question de dire oh bah qu'il aille, qu'il se débrouille. Hein. Non, non. Il doit remonter, il doit ramener absolument tout le monde. Donc il va traverser à la nage, il va aller en Sicile chercher ce taureau. Mais à ce moment-là, il tombe sur un lutteur extraordinaire, un dénommé Érix, qui était donc le roi de Sicile et qui dominait tout le monde, qui terrorisait tout le monde et qui provoquait tout le monde en duel. Et il gagnait à chaque fois. Là, pas de peau, c'était contre Hercule, donc il a perdu. Donc plus d'Érix, terminé. Et les habitants, très contents, remercient Hercule de les avoir libérés de ce joug épouvantable. Il revient donc en Italie, il va remonter toute la côte, et puis là il va tourner en Slovénie, ça y est, on dit il a le bon chemin, c'est impeccable, et puis il descend. C'est à ce moment-là que la déesse Héra, trouvant que ça va un petit peu vite cette histoire, lâche une nuée de temps, et que les temps affolent complètement tous les bœufs, etc. Et que Hercule va mettre beaucoup de temps pour les récupérer, les chercher, les rassembler. Et puis enfin, ça y est, il arrive, ça y est, il n'a plus que le golfe de Corinthe à traverser, il est à la maison, et c'est à ce moment-là qu'il aperçoit qu'il y a un géant, encore un, qui s'appelait Alcyone, et qui avait pris possession du golfe de Corinthe, et qui lui jette des énormes pierres. Et c'est là qu'on dit que Hercule a inventé le tennis. Voyant les énormes pierres arriver, avec son gourdin, il fait un retour de volée, en plein sur Alcyone, jeu, 7 et match. Terminé. Enfin, il arrive à bon port, et là, il va offrir l'ensemble du troupeau à la déesse Athéna. À notre grande surprise. On pourrait dire, mais attends, il a fait tout ce trajet, il a fait tout ce travail, il a fait toutes ces difficultés pour finalement offrir le troupeau à la déesse Athéna. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? C'est une histoire très intéressante qui peut être vue à plusieurs niveaux. Par exemple, on peut le voir au niveau le plus exotérique, comme l'œuvre civilisatrice d'Hercule. On voit combien à travers cette histoire, finalement, Hercule va amener une civilisation nouvelle. Comment, en tant que maître de sagesse, en tant que sauveur du monde, il va affirmer les valeurs jusqu'au pied. Il affirme ce que peut être l'amour, ce que peut être l'unité, ce que peut être le chemin du disciple. Il va amener des valeurs de partage, des valeurs de justice, de liberté. Partout où il affirme ça, ça provoque des oppositions. Les tyrans ne sont pas d'accord. Il y a beaucoup de gens qui finalement sont complètement contre. Et donc forcément, à chaque fois, c'est un combat à mort. Est-ce que vraiment Hercule tue les gens? Parce que oui, on pourrait dire c'est affreux, c'est un massacre. Le chemin d'un conquérant qui, chaque fois qu'il trouve quelqu'un qui l'oppose, il le tue, puis on n'en parle plus. Évidemment que tout ça c'est symbolique. C'est la loi de répulsion, mais personne n'est tué, personne n'est supprimé. C'est simplement des images. Et donc chaque fois qu'effectivement Hercule va se confronter à toutes ces oppositions, on dit qu'ils sont tués, en fait simplement ils disparaissent certainement peu à peu. Vous vous souvenez qu'il y a 4 mois, nous avons vu la différence entre le guerrier intérieur et le soldat. C'était par rapport au scorpion. Et qu'est-ce que c'était que la position du guerrier intérieur et le soldat? Hercule nous est décrit comme un soldat, mais en réalité c'est un travail de guerrier intérieur. C'est en affirmant partout où il passe un certain nombre de qualités, un certain nombre d'idées, un certain nombre de propositions nouvelles, qu'effectivement ça repousse. Et c'est très intéressant quand on voit sur la carte tout ce trajet d'Hercule, comme ça, qui remonte le long de l'Espagne, qui redescend comme ça à travers la Grèce. C'est vraiment toute l'image du monde gréco-romain. Toute la civilisation gréco-romaine par rapport aux barbares. Si on voit aussi la carte de la christianisation des 2-3 premiers siècles, vous retrouvez exactement la même carte. Donc vous voyez, c'est l'histoire finalement de l'humanité qui évolue.
C'est l'histoire d'un Hercule, de quelqu'un qui amène des paradigmes nouveaux, qui amène des idées, des qualités nouvelles, et qui traverse et qui transforme l'humanité donc sur son passage. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'aspect exotérique. L'aspect plus ésotérique et plus intéressant, c'est que dans cette histoire, c'est évident que nous sommes troupeaux, mais nous sommes en même temps Hercule. C'est ce que nous avons vu depuis le début des travaux, c'est qu'on est souvent tous les personnages en même temps. Lorsqu'Hercule va chercher l'humanité, donc chez Gérion, c'est comme si l'idée de base, c'était de dire il faut sortir l'humanité de son animalité. Il faut sortir l'humanité de ce point-là. Mais ce n'est pas parce que Hercule va sortir l'humanité de l'île et va la faire accoster que c'est fait. Non, tout est à faire. Tout est à progresser. Et finalement, c'est le chemin intérieur de l'humanité. Ce grand périple d'Hercule, ça n'est rien d'autre qu'un chemin initiatique. C'est toute l'humanité qui progresse. C'est nous tous qui avons à affronter tellement de difficultés pour sortir justement de cette animalité qui nous est chère. Qu'est-ce que symbolise naturellement toutes les difficultés qu'Hercule rencontre? Toutes les difficultés que nous avons. Les tyrans symbolisent le pouvoir, tous les pouvoirs abusifs à n'importe quel niveau. Les monstres qui représentent tout ce que nous pouvons produire quelquefois de monstrueux au niveau émotionnel. L'humanité en est encore quelquefois là, je ne vous fais pas de dessin par rapport à l'actualité. Tous ceux qui essaient de lui piquer des bœufs, c'est tout simplement la mesure de notre égoïsme, de notre avidité, de notre cupidité, de notre peur de manquer, de notre volonté d'avoir. Les géants sont une météorologie tout à fait passionnante. Les géants symbolisent ce qu'il y a de plus indésirable dans le monde physique. Ils représentent les instincts, ils représentent vraiment les instincts physiques les plus bas. Et donc là encore, le nombre de fois où Hercule combat des géants, c'est nous aussi, combien de fois on doit venir à bout de tout cela. Et on voit comment, à travers toute cette histoire initiatique, non seulement l'humanité progresse, non seulement l'humanité sort progressivement de son animalité, et comment à partir de là, c'est des géants qui disparaissent, c'est-à-dire ce sont des défauts qui disparaissent, ce sont nos démons qui disparaissent. Plus nous affirmons des qualités, plus les choses effectivement s'effilochent. Et jusqu'à la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette histoire du dernier gardien, là, Alcyone, là, qui va lui jeter des cailloux, et qui est le dernier golfe, la dernière petite traversée. Et c'est tout à fait l'image du gardien du seuil. Cette histoire, ce dernier démon qu'on peut avoir en nous, au moment où on est capable de passer directement de la personnalité à l'âme, alors il y a ce ultime gardien du seuil qui nous pose problème, ce qui reste de la personnalité liguée contre nous, et dont il faut absolument aussi venir à bout de cette manière-là. Alors, on comprend pourquoi l'ensemble des bovins est sacrifié à Athéna. Quand on atteint ce niveau, qu'est-ce que nous faisons tous? Nous sacrifions la personnalité au monde de l'âme. Non pas que la personnalité en tant que forme est tuée, pas du tout. Il faut qu'elle demeure parfaitement vivante parce qu'on en a besoin. Mais c'est sûr que la volonté propre de la personnalité est complètement lâchée au profit de la volonté propre de l'âme. C'est ce sens finalement du sacrifice. Donc c'est un véritable travail initiatique qui nous montre comment progressivement, à travers ce parcours, à travers toutes ces difficultés, et je sais si c'est un long et long et long parcours, c'est pour ça qu'on peut très bien imaginer qu'en réalité, Hercule ne s'est pas du tout trompé en descendant par l'Italie, mais que ça faisait partie, vous voyez, comme les fameux labyrinthes dans les églises, et un peu dans bon nombre de mythologies, et qui montrent comment l'humanité semble tourner en rond, semble se perdre, mais c'est parce qu'il y a tellement en nous-mêmes, il y a tellement de contours et de détours et de choses cachées, et de choses où on peut dire non, mais tout va bien, j'ai résolu tous mes problèmes, t'es allé voir par là, au fond, à gauche et avant. Il faut aussi que nous on fasse des détours et des contours pour finir par tout nettoyer, par tout s'élever, et arriver à progresser en tant qu'humanité, donc rayonnante en tant qu'âme. Donc vous voyez, c'est un vrai travail de sauveur du monde, mais qui montre comme nous aussi, nous sommes totalement participants. Nous n'avons pas à attendre que quelqu'un le fasse à notre place. Hercule nous donne le point de départ. C'est comme si Hercule nous disait, maintenant vous êtes prêts, vous quittez l'Atlantide, et maintenant on est vraiment tous prêts à partir sur une évolution. Et d'ailleurs, j'ai mis à votre disposition un certain nombre de règles qu'on verra donc à partir de la fois prochaine. Et donc ce serait intéressant qu'à partir de là, si vous voulez suivre ça, c'est tout un parcours qui vous permet d'aller remonter progressivement vers le monde de l'âme et de devenir totalement cette âme. Voilà en quoi consiste le travail de salut. Autrefois, comment est-ce qu'on sauvait le monde? Je dis autrefois, mais c'est encore un peu maintenant. On sauvait le monde simplement en ayant le bon idéal. Si vous avez la bonne croyance, alors vous êtes sauvé. Dans les religions, c'était comme ça. Si vous aviez la bonne croyance, vous étiez sauvé. Oui, mais j'ai quand même fait beaucoup de mal, j'ai beaucoup péché. C'est pas grave, vous vous confessez au dernier moment, juste avant de mourir, et un petit coup de purgatoire, et puis vous irez quand même au paradis. Parce que vous aviez la bonne croyance.
Ah, si vous aviez la mauvaise croyance, même si vous aviez fait le bien, là, je garantis rien. C'était étonnant, mais ça, c'est l'histoire du rayon 6 pendant l'ère des poissons. Pendant l'ère des poissons, ce qui était important, c'est la bonne croyance, pas ce qu'on faisait. Maintenant, on ne peut plus du tout être sauvé de cette manière-là. C'est plus du tout ça qui compte. Maintenant, ce qui va être important, c'est finalement qu'est-ce que l'on fait. Maintenant, ce qui va compter, c'est vraiment de quoi on est porteur dans la vie, dans notre quotidien. C'est la cohérence entre ce que nous vivons et puis ce que nous pouvons affirmer véritablement dans notre quotidien. La cohérence jusqu'au plan physique, encore une fois, jusqu'au pied. C'est ça qui compte. Et on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise croyance. On a chacun nos croyances, elles varient selon les civilisations, les cultures, les gens, ça n'a aucune espèce d'importance, c'est juste des aides à aller plus loin. Mais tout le monde n'en est pas encore persuadé. Hein. À l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de personnes qui sont persuadées qu'on ne peut être sauvé que si on a la bonne croyance. Et pas encore toutes dans le monde de la religion. Vous avez ça aussi dans le monde de la politique. Si vous avez la bonne croyance politique, alors oui, on va sauver le monde. Mais si vous votez pour les autres, on va tous couler. Dans le monde de l'économie, dans le monde de la société. C'est fou comme on croit le pouvoir qu'on donne encore aux croyances et que si on a la bonne, on va s'en sortir et il ne faut pas avoir la mauvaise. C'est fantastique de voir ça. Maintenant qu'on est dans l'ère du Verseau et par rapport à l'ère du rayon 7, eh bien c'est plus du tout le moment de la croyance, c'est le moment de la mise en œuvre. À travers ça, on pourrait essayer de voir cette attitude intéressante. Cette attitude par laquelle nous-mêmes, on pourrait dire, il nous faut maintenant véritablement affirmer un certain nombre de choses. La première chose qui est intéressante, c'est étalons nos richesses intérieures. Étalons nos richesses intérieures. Quelquefois, quand on demande aux gens quelle qualité tu es, quelle qualité fondamentale tu es, c'est comme si on avait une pudeur extraordinaire à dire ça. Et beaucoup de gens disent non, mais je vais quand même pas dire que je suis amour. Si tu le dis en tant que personnalité, non, c'est vrai, c'est pas. Mais en tant qu'âme, oui, forcément, tu es amour. En tant qu'âme, forcément, tu es lumière. Nous sommes tous fondamentalement ces qualités. Mais c'est comme si on confondait le monde de l'âme et le monde des formes, et qu'on se disait non, non, mais moi j'en parle pas ou je table pas là-dessus parce que dans la forme je suis pas ça. Non, effectivement, dans la forme on n'est pas encore ou pas tout à fait, même si on l'est un petit peu. Et donc ce qui est important, c'est d'arrêter d'avoir peur. On ne peut qu'innover qu'à partir du moment où on va étaler ses richesses intérieures. On ne peut que véritablement innover qu'à partir du moment où ça va être évident que nous sommes telle ou telle qualité. Voilà pourquoi, vous voyez, on cesse d'arrêter de croire et on se dit, mais cette notion de partage que je sens en moi, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, oui ou non? Oui, c'est quelque chose d'important. Alors, ok, si c'est important, il va falloir que je dise, que je l'affirme vraiment. Est-ce que les justes relations, c'est important pour moi? Oui, je le vis. L'unité, l'amour, l'harmonie fondamentale, l'intelligence. On peut multiplier comme ça, vous voyez, toutes ces qualités, et se dire que si à un moment donné, je dois finir par reconnaître que c'est véritablement important pour moi, alors je l'affirme très fort. C'est pas simplement dire oui, je sais que quelque part je suis ça, ça ne produira strictement aucun effet. L'innovation, l'élan qu'on peut donner nous-mêmes en tant que sauveurs du monde débutant, nous ne pouvons le faire qu'en affirmant cette qualité. C'est à partir de là qu'on est véritablement dans la nouveauté, qu'on arrête tout simplement d'être des techniciens de maintenance du passé ou des gestionnaires du présent. Non, il faut vraiment qu'on propulse complètement l'avenir. Sans pour autant, deuxième point, attendre des résultats. On dit, mais pourtant, si on met ça comme ça jusqu'au monde concret, il faut qu'il y ait des résultats, sinon c'est pas concret. Pas si évident. Je vais vous donner un exemple. Il y a en ce moment, dans beaucoup de communes, y compris dans des petits villages, des associations de personnes qui se réunissent pour décider d'organiser quelque chose pour accueillir d'éventuels réfugiés syriens. Plutôt que de laisser à l'État le temps de faire, nous, en tant qu'habitants, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais il y en a des réfugiés syriens qui viennent vous voir, non, il n'y a personne. Et actuellement, en France, ça ne se bouscule pas parce que l'État français a bien fermé. Donc, bon. Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas attendre qu'ils arrivent et qu'on dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Non, non. Non, non. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce travail se fait en amont. Beaucoup de gens se sont réunis en disant, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il faut s'y préparer. Et donc, ils s'y préparent. Ils fondent des collectifs
à partir desquels on fait des recherches sur les logements possibles, sur l'argent qu'on peut réussir à réunir, sur les questions de transport, sur toutes les questions d'intendance jusqu'aux plus précises. À tel point que tout est organisé, tout se fait, et qu'il suffit plus maintenant qu'aux premiers réfugiés d'arriver, et clac, tout fonctionne. Et on pourrait dire, oui, mais s'il n'y a aucun réfugié qui vient, vous aurez l'air malin, hein, tout ce travail pour rien. Ah, certainement pas, non. Ce travail n'est certainement pas pour rien. Ce travail, il est fondamental. Parce que ce travail, il réunit des consciences. Ce travail, il focalise, il fédéralise toutes sortes de consciences. Et c'est que ce travail, il descend sur le plan mental, il descend sur le plan sensible, sur le plan émotionnel, sur le plan éthérique, et il s'ancre physiquement. C'est un véritable travail de salut ancré physiquement. C'est une affirmation d'amour, une affirmation d'accueil ancrée physiquement. Que ça serve ou que ça ne serve pas n'a aucune espèce d'importance. Le travail aura été fait. Et ce travail-là, il a un pouvoir, j'allais dire un pouvoir Wi-Fi. C'est comme si c'était une borne Wi-Fi qui est capable de diffuser partout, justement dans tous les villages environnants, dans toutes les villes environnantes. Et comme plusieurs associations se créent comme ça crée un véritable réseau de solidarité. Et ce travail, il existe avant tout sur les plans intérieurs, avant d'exister sur le plan. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement un travail de bonne volonté. Des gens qui se réuniraient, qui diraient « Oh, bah écoute, on est tous d'accord, hein, si les réfugiés viennent, bah, on fera quelque chose, hein, on est tous partants. » Vous voyez, ça flotte. On reste comme ça dans la bonne volonté émotionnelle. Il n'y a rien de concret. On ne concrétise pas l'idée. On ne lui donne pas une prise de terre. Ce n'est pas un travail de salut. Ça peut être un travail intéressant, hein, mais ça n'a pas la puissance du travail de salut. Quand on l'ancre, c'est véritablement quelque chose d'extrêmement puissant. Il y a plein de gens, hein, qui font ça. Il y a plein de gens qui font des réunions, par exemple, du point de vue de la politique. Comme si on allait fonder un parti politique. Pour certains, ils fondent un mouvement, pas un parti, mais un mouvement politique, avec certaines idées, avec vraiment un fonctionnement. Pour d'autres, ça n'aboutit pas vraiment jusqu'à la déclaration. Mais tout est fait comme si ça pouvait. C'est vraiment prêt. C'est-à-dire qu'ils sont pris au sérieux. Ils ne sont pas restés simplement dans on discute comme ça, politique, sur un mode badin. Non, non. Si on avait des décisions à prendre là, aujourd'hui, demain, avec quelle finance pour réussir tel problème, voilà, ça, c'est un travail extrêmement concret et qui va jusqu'au bout. On connaît peut-être des gens, parce que ça se fait aussi beaucoup, qui font ça par rapport à l'école. Des profs ou des instituts qui en ont marre un petit peu du système scolaire habituel et qui disent mais est-ce qu'on pourrait faire une école parallèle? Ben oui, mais il faudrait se réunir. Et s'ils le font, ils se réunissent, ils travaillent sur un programme, ils travaillent sur des possibilités, à trouver des locaux, etc. Certains d'entre eux réussissent à aller jusqu'au bout, d'autres non. Mais peu importe. On ne peut jamais dire ça a été fait pour rien. Non, non, non. Ça a été fait d'une manière extraordinairement fructueuse. Tout ce travail, si réellement il ne débouche pas fonctionnellement sur du physique, c'est un travail qui est étonnamment utile pour tout le réseau. C'est quelque chose qui nourrit le réseau de ce travail. Et parce qu'on lui a donné quelque chose, une dimension de terre, eh bien, ça décuple sa puissance. La différence entre ça et simplement discuter à propos d'eux. Troisième recommandation pour sauver le travail de salut, ne cherchons pas du tout à sauver ce monde physique. Le monde physique actuel va à sa perte. Et tu nous dis ça avec le sourire? Oui, oui, je fais ça avec le grand sourire. Parce que comme nous l'avons vu tout à l'heure, à propos des carrés, quelque chose qui va à sa perte, c'est quelque chose dont la conscience nous met un prochain bond en avant. Donc ce monde actuel va à sa perte. C'est pour ça que nous voyons tellement de gens, des responsables de toutes sortes, chercher des remèdes. Comment réparer ce monde? Comment y venir à l'aide? Comment réussir à sortir de la crise? Comment faire qu'on trouve des solutions enfin à des problèmes qui n'en ont pas? Surtout, arrêtons de chercher. Ça n'a aucun intérêt. Ne cherchons pas à prolonger le malade. On fait de l'acharnement thérapeutique. Totalement inutile. Ce monde va à sa perte. Il aura été très bien. Il aura apporté plein de choses. Mais stop, c'est terminé. Il faut réaliser que la richesse de la mort, c'est justement dans la vie qu'elle nous propose, la vie nouvelle qu'elle nous propose. Il y a plein de vies nouvelles qu'il nous propose. C'est pour ça qu'en faisant étalage de nos qualités intérieures, en tenant dessous, c'est là qu'on va avoir des choses qui vont se faire. Et c'est pour ça qu'on peut dire que, par contre, mettons toutes nos énergies à soutenir la conscience nouvelle du monde, qui, elle, va à sa révélation. C'est pour ça que, du point de vue intérieur, le monde va à sa révélation. Mais du point de vue physique actuel, il va complètement à sa perte.
Mais c'est là on pourrait dire, non mais attends, tu y vas toi, mais attends, mais si ce monde actuel va à sa perte, il va y avoir des souffrances, il va y avoir des morts. Mais bien sûr. Mais peut-être nous aussi, bah oui, peut-être qu'on fera partie des morts. Et alors? Bah comment ça? Et alors? Bah voilà, c'est que ce sera le temps est venu. Et puis on repartira, puis on aura une nouvelle vie, puis on continuera. Et puis on va de l'avant. Mais on a toujours peur, oui, j'en parlais tout à l'heure, de cet avenir mystérieux. On préfère la plupart du temps dire, mais tu crois pas qu'on pourrait quand même garder la forme que l'on a, simplement l'améliorer? Mais on ne peut pas. Chaque fois que la conscience avance, elle secrète de nouvelles formes qui lui correspondent. Donc, puisque nous sommes en train de secréter une nouvelle conscience, bah, cette forme, elle est terminée, et laissons-la tranquillement partir. Il faut bien se rendre compte combien on n'avance que dans des déséquilibres. Dès que quelque chose est en équilibre, ça devient quelque chose de fixe, ça devient quelque chose de stable qui n'avance plus du tout. Ça, il faut vraiment bien s'en rendre compte. C'est uniquement quand on est constamment déstabilisé qu'on peut avancer. Rendez-vous compte que si vous n'êtes pas en déséquilibre, vous n'avancez pas. Qu'est-ce que c'est que la marche ou le vélo, si ce n'est un déséquilibre constant qu'on compense? On ne peut pas marcher si vous ne vous mettez pas en déséquilibre. Tout est là. Donc il faut savoir que dans notre société, si on ne recherche pas le déséquilibre, eh ben on ne bouge pas. Ben d'accord, donc on est bien là, on est très 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 bien. Voilà. C'est vraiment simplement par le déséquilibre de la marche et du pas en avant qu'on va pouvoir finalement avancer et progresser. Donc plutôt que de chercher de maintenir des équilibres qui sont impossibles de toute façon à maintenir parce que la conscience avance, plutôt que de vouloir maintenir, eh ben, cherchons à se mettre d'accord sur des déséquilibres qu'on pourrait gérer ensemble. Quels sont les déséquilibres qu'on est capable d'assumer? Et essayons de parler ensemble, essayons d'évoquer ensemble peut-être ces déséquilibres. Quels sont les déséquilibres acceptables, gérables? On parle d'une humanité en marche, mais en même temps, on n'arrête pas de chercher des équilibres. On fait comment? Moi, je veux bien, là, je suis parfaitement en équilibre. Mais alors, pour ce qui est de marcher, c'est loupé. Donc il est bien évident que pour pouvoir marcher, on est dans un déséquilibre. Donc arrêtons de parler d'équilibre et de situation stable. Parlons des équilibres. Quel déséquilibre est nécessaire pour pouvoir aller où et pour pouvoir marcher, pour pouvoir avancer? C'est indispensable. La stabilité n'a jamais fait avancer quoi que ce soit. Ça va nous demander aussi, quatrième point, d'aller voir au-delà des apparences. Parce que si ce sont justement les qualités qui doivent être affirmées de plus en plus, encore faut-il pouvoir aller voir derrière les apparences. Et c'est pas facile, hein. Dans le monde actuel, nous voyons combien, à travers tout ce qui se passe, dans les guerres, les conflits, les massacres, etc., tout ce qui peut se passer, combien il est difficile de se dire que tout ce qui est détruit, c'est parce qu'une certaine conscience avance, parce que certaines qualités progressent. On dit, bah, disons, il faut aller chercher loin. Oui, il faut certainement aller chercher loin à l'intérieur. Ça nous demande véritablement d'arrêter de nous fier aux apparences. Tant qu'on se fie aux apparences, forcément, aussitôt, on veut sauver. Et comme on a tellement en nous cette caractéristique de sauver, à tous les coups, on y va. Vous voyez quelqu'un qui est mis un peu en déséquilibre dans sa vie, et puis vous vous dites intérieurement, bah ça va lui faire du bien. Tiens, il est viré de son boulot, du coup il faut qu'il parte de chez lui. Il va enfin se remettre en question parce que ça fait un bout de temps que ça ne bougeait pas. Bon, là, position juste. Puis il vient vous voir, ça va pas du tout, je déprime, c'est affreux, c'est affreux. Et vous, au lieu de lui dire ça, qu'est-ce que vous allez dire? Oh mon pauvre vieux, oh mais faut pas. Vous allez le sauver. Mais c'est nul. Ah oui, mais j'ai pas le courage, je peux pas lui dire. Bah oui, mais du coup vous favorisez, vous le confortez. Eh ben écoute, si tu veux, je vais t'aider à trouver un autre boulot. Je vais te donner un coup de main. Eh ben allez-y, sauvez-le. Empêchez-le de faire le travail lui-même. Faites-le à sa place. Vous voyez comment on a tous des tendances de sauveurs. On ne supporte pas de voir des formes abîmées, disparaître, souffrir. Et donc, aussitôt, on a un instinct de sauveur. Alors que si l'âme a mis la personne dans cette difficulté, c'est parce que justement, elle est en déséquilibre pour retrouver un nouvel équilibre, une nouvelle avancée, pour aller de l'avant. Si c'est vous qui dites non, 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 attends, je te remets en équilibre, ça va aller comme ça, mais vous gâchez tout le travail. Ça ne sert à rien. Ça, oui, c'est vraiment important de voir que nous avons tous toujours une tendance à vouloir sauver les formes. Voyons qu'est-ce qui se passe derrière et encourageons cette qualité qui se passe derrière les formes. Quelquefois, c'est surprenant quand on regarde derrière les formes. L'Europe est en train de s'organiser pour accueillir des réfugiés syriens. Bon, qu'est-ce que nous sauvons? On sauve des Syriens. Nous sommes en train de sauver physiquement les Syriens.
Oui, absolument. Bon, ça, momentanément, apparemment, c'est ça. Mais fondamentalement, qu'est-ce que nous sauvons? Ben nous sommes tout simplement en train de sauver l'Europe. Son égoïsme extraordinaire, sa stabilité, son cocon, son œuf d'autruche dans lequel elle est très très bien depuis très très longtemps, une économie, ça roule, un bon niveau de vie et tout et tout. Oh, surtout que rien ne vienne troubler un petit peu cette harmonie. Mais on est parfaitement en équilibre, on est parfaitement en harmonie. Mais heureusement que non. Heureusement qu'il y a un flot qui arrive et qui nous met en déséquilibre. Ah, on pourrait réagir et on a tendance à réagir. Non, 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 surtout pas, surtout pas. Il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça. Mais il y a aussi tout un mouvement européen qui dit mais si, 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 bien sûr, on ne peut pas vous laisser là où vous êtes. Donc venez. Ce travail est un travail de sauvetage de l'Europe elle-même. L'Europe se sort de son égoïsme, c'est l'Europe qui ouvre le cœur, le chakra du cœur. Accepter d'un seul coup un flot de réfugiés comme ça, c'est enfin ouvrir le chakra du cœur et se sortir là. Et vous voyez, on n'a pas souvent l'idée de se dire que quand on accueille des réfugiés, on pense évidemment qu'on les sauve, on ne pense pas une seconde qu'on se sauve nous-mêmes. Et que le travail fondamental, nous le faisons à nous-mêmes, nous y participons en tout cas. Voilà pourquoi tout ce travail va nous demander donc d'affirmer fondamentalement des qualités. Mais affirmer fondamentalement des qualités, c'est pas simple parce qu'en poisson, je disais tout à l'heure, il y a toujours un petit peu un mélange. On n'y voit pas toujours très très clair. Et donc, on a toujours tendance à affirmer des qualités mélangées avec de la forme. C'est pas du fond à l'état pur, c'est de la forme. Or, pour pouvoir faire un travail de salut, il faut que ce travail soit une affirmation de qualité tellement neutre, tellement pure, qu'elle puisse avoir une valeur universelle. Je vous donne un exemple. Essayez de penser à la fraternité. Pensez à la qualité de fraternité. Imaginez-la bien, cette qualité de fraternité. Vous allez voir que vous êtes incapable de l'observer sans forme. Vous l'avez imaginé d'une certaine manière. Vous l'avez imaginé se manifester d'une certaine manière. Vous avez imaginé certaines images. L'idée de fraternité, elle vous est très très reliée parce que vous y mettez une forme. Et cette forme, elle vous est personnelle. Et si vous affirmez l'idée de fraternité sous cette forme, c'est irrecevable pour plein de gens. Donc ça ne marche pas. Donc tout le travail consiste à pouvoir remonter sur des qualités. Si je prends par exemple, je parlais tout à l'heure, le partage. Pensez donc au partage. Remonter à l'idée de partage sans forme. C'est difficile. Nous, dès qu'on pense partage, on imagine aussitôt quelque chose comme ça. On dit les riches vont partager avec les pauvres, même si on n'a pas d'image, mais tout ça, ce sont des formes. Si vous commencez à dire le partage fondamental, c'est les riches qui donnent aux pauvres, vous mettez tous les riches à dos. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas sauver l'humanité avec des idées partisanes. C'est pour ça que le travail des poissons, ça nous demande un gros travail de distinguo entre le fond et la forme. Nous devons véritablement apprendre à percevoir ce qu'est véritablement la qualité en essayant de l'épurer au maximum. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui fait ce travail ne doit appartenir à aucun parti politique, à aucune religion. Oh, il peut avoir ses opinions, mais ils ne doivent jamais, jamais entrer en ligne de compte. Quand quelqu'un affirme des qualités d'amour, de partage, de fraternité, etc., on ne doit absolument pas percevoir si c'est plus par la gauche, par la droite, par telle religion, par tel système. Ce sont des idées qui doivent tellement être épurées qu'elles doivent réellement faire l'unanimité. On doit pouvoir les percevoir d'une manière totalement unanime. C'est pour ça que ce temps des poissons, 6e point, c'est le moment de se recueillir pour trouver en nous-mêmes l'importance de ces qualités fondamentales. Une suffit. Quelle est la qualité la plus fondamentale qui est en vous, que vous sentez, que vous percevez? Et cette qualité, comment vous arrivez à l'épurer, à enlever toutes les formes par lesquelles vous l'imaginez se mettre en place? Ça, on s'en fiche. Mais qu'est-ce qu'elle représente dans son vécu, dans sa vie, dans sa qualité, dans son essence? Et c'est resté un mois pendant le temps des poissons, c'est le mois du carême, épuration. C'est resté un mois dans le maximum de qualité sans forme. Et de pouvoir affirmer cela. Et c'est vrai qu'après, on peut l'affirmer dans notre quotidien. Quand je perçois cette qualité, moi, comment je la vis mentalement, émotionnellement, physiquement? Je me l'impose à moi-même, surtout pas aux autres. Uniquement à moi-même.
Les autres, c'est simplement, donc au niveau de la qualité, personne ne perçoit la façon dont ça peut se mettre en place. Donc c'est vraiment cette capacité d'être à la fois à la qualité et d'essayer de percevoir comment nous la vivons intérieurement. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure donc avec la méditation. Ça c'est vraiment important. Et puis donc 7e point, quand on a perçu justement ce qui nous paraît important pendant ce mois-ci, comment on va affirmer cette qualité dans notre quotidien, comment on va affirmer ça le plus possible de la manière la plus cohérente possible. Pour préserver la cohérence, c'est simplement chercher à éviter de vitaliser tout ce qui ne va pas dans le sens de notre but, tout ce qui est contraire. Vous voyez, c'était le sens du jeûne dans le carême. C'était, si on a choisi de développer telle qualité, du point de vue mental, du point de vue émotionnel, du point de vue physique, on se calme. On arrête de vitaliser tout ce qui peut nous emmener à droite, à gauche et qui n'est pas du tout dans la cohérence du but que nous cherchons à avoir. Voilà le travail qui nous est proposé. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le travail de salut, donc sur les marches d'Hercule, ça nous amène, c'est vrai, à nous confronter à nos monstres, à nos géants, à toutes sortes de difficultés, et à se rendre compte qu'à travers ça, la seule arme possible, c'est l'affirmation puissante d'une qualité. C'est d'être cette qualité au plus profond de nous et de chercher simplement à en vivre un échantillon, bien évidemment pas tout, un échantillon dans notre quotidien et sur tous les plans. Il y a plein de choses qui peuvent ressurgir au quotidien. Il y a plein de petits éléments. Quelquefois même, il y a des petites qualités moindres qui sont importantes et qui sont à reconnaître. Et ça, c'est important de les saluer. Saluer quelque chose, c'est le reconnaître. Quand on salue quelqu'un, c'est reconnaître la vie de cette personne. Au quotidien, on pourrait saluer un certain nombre de choses. Et pour ça, une fois n'est pas coutume, je voudrais vous lire un texte qui va tout à fait dans ce sens-là, parce que je ne peux pas l'apprendre par cœur. C'est un texte qui a été écrit par Frédéric, c'est une de ses rubriques. D'ailleurs, si vous voulez la voir, elle est sur le site, c'est la rubrique du 27 septembre 2015, et ça s'appelle « Hymne au salut ». Donc je ne vous lis pas tout, mais simplement des petits extraits. « Saluons la beauté du monde pour le faire croître en qualité. Saluons le courage de tout un chacun à assumer avec plus ou moins de bonheur le quotidien parfois gris, routinier et peu réjouissant. Saluons ce courage, prérogative du cœur, qui bonifie les hommes, parfois même sans qu'ils le sachent. Saluons la générosité qui laisse résonner tout près ou dans le lointain la philanthropie, l'altruisme et la délicatesse pour que vivent de plus justes relations. Saluons la confiance qui, telle une boussole intérieure, s'exprime en permanence, malgré les doutes et les errances. Saluons cette force qui nous pousse à continuer le chemin quand l'horizon semble bouché, à nous relever quand nous trébuchons et à habiller d'enthousiasme et d'humanité nos projets en germe. Saluons la persévérance, présente même lorsque nous baissons les bras, car les pauses sont des plages de repos propices à l'évolution. Saluons l'intérêt croissant pour le partage qui fleurit partout. Saluons la coopération, s'exprimant à travers l'économie collaborative, où les mots entraide, participation, offre, communauté, ouverture, recherche commune ne sont plus des vœux pieux, mais des réalités organisées. Saluons la solidarité et la bonne volonté qui permettent de porter sur le monde un regard nouveau, riche des promesses dont nous l'affublons et que nous contribuons à réaliser. Saluons ce soin continu que nous mettons à nous armer d'amour pour façonner nos paysages terriens et la qualité de notre humanité. Nous sommes tous des alchimistes, capables de transformer en or les énergies qui nous animent. Saluons notre capacité créatrice et utilisons-la en conscience pour croître en beauté, en bonté, en vérité, et incarner le changement que nous rêvons pour l'ensemble. Le salut du monde dépend de notre capacité à créer et à révéler le beau, le bien, le vrai, caché sous les événements du temps. Chacun d'entre nous est en mesure d'apporter sa graine de salut au monde. Alors soyons des sauves qui peut,
en capacité d'agir et non en